Bon, eh bien, bonsoir à tous. Donc, d'avoir accepté notre invitation pour venir suivre cette conférence sur les dessins sur sable du Vanuatu. Donc, je suis Catherine, je suis la présidente de l'association École Pikinini. Vous avez ici aussi quelques membres du bureau qui sont là. Donc, cette association, je vous en rappelle deux mots, est une association loi 1901 qui existe depuis 2006 sur le territoire et qui aide les écoles francophones et bilingues du Vanuatu. Nous avions commencé par aider 7 écoles et nous en sommes à 90. Nous aidons depuis Anatom jusqu'aux îles Banks. D'ailleurs, les îles Banks ils viennent d'être très, très abîmées avec le dernier cyclone. Là, on est en train de voir un peu ce qu'on va pouvoir faire pour ces îles, parce qu'il y a des écoles qui sont encore entièrement détruites, comme Tana il y a 2 ans avec PAM. Donc nous récupérons du matériel sur la Nouvelle-Calédonie. Des écoles nous donnent du matériel que nous conditionnons, nous trions. Nous n'envoyons pas bien sûr ce qui est trop abîmé ou qui ne correspond pas à leur programme. Et c'est pour ça qu'on vous avait demandé, et j'ai vu que vous avez bien répondu à l'appel, de penser un petit peu à nous et de nous amener un petit peu de matériel scolaire pour donc ces écoles qui ont quand même encore de très très grands besoins, même si le gouvernement du Vanuatu consacre quasiment le quart de son budget pour l'éducation, mais ça ne suffit pas. Donc voilà. Alors ce soir, donc, vous allez avoir cette conférence sur les dessins sur sable par Jean-Pierre Cabane, qui est disons, le spécialiste sur la question, puisque il a un peu contribué à ce que ça revienne, disons, à la mode, si je peux dire ça, depuis les années 86, 87, 88. C'est un petit peu grâce aussi à ses premières recherches, qui ont été continuées par d'autres aussi, que c'est passé au patrimoine de l'UNESCO. Il avait sorti un petit livre il y a quelques années. Après, il a fait des études universitaires dessus. Et puis là, il vient de sortir un dernier livre avec l'Alliance française de Port-Vila, avec l'accord des chefs coutumiers, pour justement que tous ces dessins ne se perdent pas. Donc, il a eu la gentillesse ce soir de faire cette conférence pour vous. Je remercie aussi la province Sud qui a mis à disposition gracieusement cet auditorium pour notre association. Et puis je tiens quand même à signaler que nous n'avons rien à voir avec le festival Pikinini, dont vous devez voir de grandes affiches en ce moment. C'est un festival privé, ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes Pikinini, école Pikinini, parce que Pikinini veut dire l'enfant Bishlama. Et bon, on existe depuis 2006, le festival existe depuis 4 ans, mais voilà, donc on n'a rien à voir, on n'a pas de rentrée d'argent avec ce festival, comme beaucoup de gens le pensent, me disent des fois, ah là là, tu vas rentrer beaucoup d'argent parce que les entrées sont chères, etc. Je dis non, ça n'a rien à voir avec nous, et on nous ignore d'ailleurs bien, voilà. Donc je tenais quand même à le préciser. Voilà, je vais laisser la place à Jean-Pierre pour cette conférence. Voilà. Donc vous avez un article qui vous explique un petit peu à quoi correspondent les dessins sur sable. On va quand même commencer plutôt par les diapositives immédiatement. Ah, ça commence. Ah, voilà. Alors, les dessins sur sable qui existent dans d'autres pays, mais pas exactement avec la même technique qu'au Vanuatu, n'existe au Vanuatu que dans cette partie de l'archipel, vous voyez, qui forme comme un Y, c'est-à-dire Torres, Banks, Santo, Maevo, Ambae, Pankot, Malikula et Ambrim, et quelques-uns Pama et quelques-uns Depi. C'est uniquement dans cette partie de l'archipel que vous avez des dessins sur sable. Certainement parce que c'est une population différente qui a dû arriver dans cette partie de l'archipel par rapport donc à Tana, Iromongo, Aniwa, où il n'y a absolument aucun dessin sur sable. À quoi servait-il? Bon, il servait à l'instruction donc des jeunes à une époque où le nakamal, c'est-à-dire la maison des hommes, permettait d'instruire les enfants ont à peu près 6-7 ans en ce qui concerne donc ce qu'ils devaient savoir sur la coutume, et les dessins permettaient donc de transmettre ce savoir aux jeunes. Avec l'école évidemment européenne,
les enfants allaient plutôt à l'école européenne et il n'y avait presque plus personne, donc, en tout cas au niveau de l'éducation, dans les Nakamal. Ce qui fait que cette tradition commençait à se perdre un petit peu. Si les anciens ne confiaient pas le message aux plus jeunes, eh ben, vous connaissez le problème, dans toutes les civilisations, c'est la même chose. Et les dessins sur sable finissent par disparaître. Il y a certainement eu à une certaine époque environ 1 millier de dessins qui ont existé. Voilà. Les premiers chercheurs qui se sont intéressés, ce sont donc des chercheurs anglais au début du siècle dernier. Et sinon, il n'y a pas eu tellement d'anthropologues et d'ethnologues, donc européens, français en tout cas, qui s'y sont intéressés. On va passer à l'image suivante. Alors voilà, voilà comment ça se passe. Là, vous avez un ancien qui est en train de dessiner dans la cendre et un jeune qui perpétue la tradition qui dessine sur le sable. En effet, le support est éphémère. C'est soit le sable, soit la cendre, soit la poussière. Bon, c'est assez simple à comprendre. Il n'y a pas de papier. D'accord? Et c'est le meilleur moyen, disons, d'écrire quelque chose. Alors, est-ce que c'est une écriture? En tout cas, c'est un moyen pour transmettre une tradition. Le dessinateur exécute le dessin. Il faut qu'il connaisse, évidemment, le dessin, qui ressemble un petit peu parfois à un labyrinthe. Il faut revenir au point de départ. Donc, si vous ne connaissez pas le tracé, vous ne pouvez pas évidemment l'exécuter et vous ne transmettez pas non plus le savoir. Alors, lorsque le tracé est exécuté, parfois on raconte l'histoire en même temps. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand il s'agit de dessins qui sont un peu trop complexes, celui qui a dessiné raconte l'histoire après ou explique ce que représente le dessin et ce qu'il faut savoir de la coutume. À peu près tous les domaines sont concernés. L'environnement, les plantes, les animaux, le nakamal, les objets. Alors voici un dessin qui est le plus répandu donc, dans l'archipel et que tous les enfants des écoles connaissent. C'est celui qui représente le fruit à pain, bêta. Alors les gens du Vanuatu disent que le fruit à pain est arrivé par la mer. En effet, ce sont les Polynésiens qui l'ont amené. Et il y a eu de fréquents contacts donc, avec les Polynésiens, particulièrement dans le nord de l'archipel. Ceci pourrait vous faire penser à la croix enveloppée qu'on trouve dans les pétroglyphes, donc ici en Calédonie. Il s'agit de l'igname, molumal en langue vernaculaire d'Épi. Le nombre de cercles que vous voyez représente la taille de l'igname, puisque l'igname sert aux échanges traditionnels. Un dessin également très connu, un des plus beaux, celui de la tortue. La tortue servait au sacrifice, aux cérémonies. À côté, vous avez un dessin de Pama qui représente le chien ouvert. On voit l'intérieur donc de l'animal. La queue est donc ajoutée, si vous voulez, en dernier moment. Parce qu'on ne doit pas lever le doigt, mais pour certains dessins, pour faire la queue de l'animal ou les yeux de l'animal, il faut bien lever le doigt. Le chien, en langage de Pama, se dit Uli. En tahitien, c'est Uri. Vous voyez, il y a eu donc vraisemblablement un contact entre les gens du Vanuatu et les Polynésiens. Voici le Nakamal des chefs à Port-Vila, qui a malheureusement été reconstruit, mais qui a été détruit au moment du cyclone Pam. Et là, vous le voyez, avant le cyclone Pam. Et là, un dessin sur sable qui représente donc l'entrée du Nakamal, Nobohamhamel, en langue vernaculaire de Malikolo. Alors, ce que vous voyez en haut, les petites boucles, représentent les têtes, c'est-à-dire les têtes qui sont plus ou moins momifiées. Alors, ce sont celles des ennemis ou celles des chefs également, dont on a conservé le souvenir. Le plat akava de Tagaro. Tagaro, donc, c'est Tangaroa, c'est le dieu légendaire dans le Pacifique, à la fois mi-dieu, mi-homme.
Et le kava, c'est la boisson sacrée. Actuellement, dans les Nakamal, aussi bien en Vanuatu qu'en Calédonie, ça devient l'apéritif commun. Mais c'est pas du tout, n'est-ce pas, le but. En fait, c'est une boisson qui est destinée en principe aux grandes cérémonies, aux sacrifices, etc. Et il y a des légendes, évidemment, concernant le kava. Le plat kava de Tagaro, comme vous voyez ici, vous avez deux intersections, puisque la plupart des dessins sur sable ont des lignes qui sont perpendiculaires. Pour la plupart, certains d'entre eux, ce sont de simples points autour duquel s'enroule la ligne. Là, vous pouvez constater que ce sont des traits donc, perpendiculaires, et il y a un point de départ et un point d'arrivée. Les deux points qui sont les points d'intersection des deux lignes sont sans doute les endroits où on posait donc, la coupe à kava, la shell. Donc il peut y avoir un autre dessin qui existe également, où il y a plusieurs intersections, ce qui représente les différents emplacements pour la shell à kava, puisqu'il peut y avoir plusieurs personnes qui boivent le kava ensemble lors de la cérémonie. Alors, ce dessin a été donc recueilli par Miss Ardark au XIXe siècle, et ce dessin représente une pirogue double. Les premiers donc mélanésiens sont arrivés aussi en pirogue double. Puis ensuite, ces pirogues ont été abandonnées parce qu'il n'y en avait plus vraiment d'usage quand il s'agissait simplement de faire de la pêche dans le lagon. Et c'est un témoignage, si vous voulez, de la présence de ces pirogues doubles au Vanuatu, aussi bien d'ailleurs qu'en Polynésie, ou comme on peut le retrouver peut-être actuellement également dans l'île des Pins. Alors, les différentes parties de la pirogue sont signalées. À Massina, donc, ce sont les flotteurs, d'accord. Bata, c'est la plateforme centrale sur laquelle il y avait généralement une cahute qui permettait de s'abriter. Voé, ce sont les pagaies qui permettent, n'est-ce pas, de se déplacer lorsqu'il n'y a pas de vent. Et vous avez Ivan Vaya, qui sont les montants qui consolident en quelque sorte toute la structure. Alors, en parlant de pirogue, en voilà une qui est un petit peu particulière. C'est une pirogue magique. Elle est construite dans le Nakamal. Elle est solidement attachée parce qu'elle a des pouvoirs magiques. Alors, il s'agit avec cette pirogue d'une sorte de radeau en vannerie dans lequel il y a deux places. Celui qui utilise cet objet magique va chercher une victime sur une île très proche. Et il a pour mission de la ramener, soit pour la manger, soit tout simplement parce que la victime va devenir l'épouse d'un chef ou de quelqu'un de la communauté. Pour faire croire que c'est un requin, n'est-ce pas, qui a mangé la personne en question, on écrasait un peu de poudre d'un fruit pour donner la couleur du sang. Cet objet est donc très particulier. Vous voyez, quand vous avez dans un dessin sur sable, comme cette espèce de petit trèfle, vous voyez en haut ce dessin, le petit trèfle? Ah, voilà, je m'en doutais. On était sûr. Voilà, non, c'est l'autre. Voilà, ça, là, là, là et là représentent généralement un personnage. Quand vous trouvez ça dans un dessin, quand il y a ce signe dans un dessin, c'est qu'il y a un être vivant dans l'histoire qui est racontée par le dessin. Le dernier Pela Perao a été brûlé parce qu'on avait enlevé un enfant et donc finalement il a été brûlé par les autochtones. Les dessins sur sable rapportent aussi l'histoire des chefs, ceux qui ont marqué la mémoire, n'est-ce pas, collective. Alors ici, il s'agit du cœur d'un héros légendaire, Namar Bomglam, de Malikolo. Alors ce personnage aimait bien, il était marié d'abord avec la sœur, parfois la femme d'Ambat, qui est un héros légendaire donc, de Malikolo.
et il exigeait de ses beaux-frères de lui fournir constamment des amandes d'un atavois. Bon. Lassé finalement de toujours lui fournir ces amandes, les beaux-frères, un beau jour, ont mis des crottes de rat. Et donc, furieux, il leur a déclaré la guerre. Or, il est interdit, n'est-ce pas, de déclarer la guerre à ses beaux-frères. Ils sont tabous, on va dire, sacrés. Et donc, Nama Bomglang allait constamment combattre les frères d'Ambat. Et le soir, quand il était crivé de flèches, il allait se réfugier dans son lieu sacré, dans un fruit du Nakavika, et il reprenait des forces. Ambat se trouvait dans une autre partie de Malikolo, donc le frère aîné se trouvait dans une autre partie de Malikolo, et donc Lidanda, la sœur d'Ambat, lui dit en chantant, elle dit, écoute, tu es là-bas, dans cette partie de Malikolo, et tes frères sont en train de se faire tuer. Ambat donc lui dit, écoute, il faut absolument que tu saches exactement où va ton mari. Elle l'a suivi, et quand elle l'a vu qu'il se réfugiait dans le fruit, au moment où il est allé combattre une nouvelle fois donc, ses frères, elle a fait tomber le fruit, et lorsque Marmomblam est revenu, évidemment, il n'a pas pu retrouver ses forces et il est mort. Un autre grand chef de Pentecôte, cette fois, un peu particulier, Tetpa. Tetpa a marqué donc la mémoire des gens parce qu'il avait un caractère double. Hein. Donner un conseil de Tetpa, c'était donner un conseil qu'on ne suivait pas. Hein. Il donnait de bons conseils aux autres, mais il ne les suivait pas. Ce qui explique, si vous voulez, qu'il y a les deux têtes. Vous voyez les deux têtes qui représentent le caractère d'être de Tetpa. Voici le même dessin sur sable. Ici, vous avez un dessin qui représente l'écriture de Tetpa sur les parois d'une grotte près du village d'Alba en Pentecôte. L'Elba était un chef donc de Melsissi, Pentecôte. Pentecôte, ce n'est pas le Pentecôte, c'est le terme qui a été donné par les Européens, sinon le nom c'est Raga. Ici, vous avez l'écriture de Tetpa qui est sur une natte brodée. Et là, un dessin, enfin une peinture que Tetpa se faisait peindre sur la poitrine lors des tueries de cochons, puisque pour toutes les cérémonies de passage de grade, il s'agit de tueries de cochons. Vous pouvez remarquer que ce dessin, par contre, est exécuté à deux doigts, et non pas avec un seul doigt, comme la plupart des dessins. Alors, on va parler maintenant de la société et des relations au sein du groupe. La femme poule, Vahine Toha, le lapla de Taro Koviek et l'adultère Netomwa. Alors, le dessin qui est apparu d'ailleurs dans les nouvelles, je crois, c'est le dessin qui se trouve là. Les deux poulets de Tagaro. Alors, l'histoire est la suivante. Tagaro, donc ce héros mi-homme, mi-dieu, avait une épouse qui n'était pas contente de son union. Et lorsque l'épouse n'est pas contente de son union, elle a la possibilité de ne pas parler à son mari. Bon, ce qui est évidemment assez pénible dans un couple. Et pour la faire parler, Tagaro a imaginé donc une ruse. Il a enfilé deux poulets sur un même bâton, tête bêche. Et il demande donc à son épouse de les faire cuire. De peur de se brûler, elle est obligée de lui adresser la parole. Il dit, mais comment que je peux faire puisque les deux poulets sont enfilés tête bêche. Il dit, ben, écoute, j'ai donc réussi à te faire parler. Et puis bon, par la suite, eh ben, donc, ils se sont entretenus l'un et l'autre. La même histoire également existe pour Tagaro aussi, mais ce n'est pas exactement la même version. On dit que Tagaro, pour faire parler son épouse, s'est servi du nabilak. Nabilak, c'est ce petit oiseau que vous voyez là, le râle-d'eau. Et le nabilak est représenté ici avec ses parures de danse, les grelots, les clochettes, etc. Et il va danser devant l'épouse de Tagaro pour la séduire.
Et donc l'épouse de Tagaro demande à son mari, est-ce que tu ne peux pas donc capturer cet oiseau pour moi? Bon, c'est ainsi que le silence fut rompu. Dans une autre histoire, une autre version, il y a souvent plusieurs versions, c'est le Nabila qui a poursuivi la femme de Tagaro dans les 10 maisons de Tagaro, en lui lançant à chaque fois des noix de coco. Il l'aspergeait donc avec ses noix de coco. Arrivé à la 10e maison de son époux, donc l'épouse de Tagaro lui dit, mais écoute, viens m'aider, etc. Et à ce moment-là, évidemment, ils se sont parlé. Un autre homme, lui, a utilisé une méthode un peu plus dangereuse pour lui, en tout cas, puisqu'il est entré dans le parc à cochons avec comme namba, vous savez, le namba, c'est cet étui pénien que les hommes ont l'habitude de porter dans ces régions, avec des feuilles de nahil. Le nahil, c'est le philodendron, et les cochons adorent, paraît-il, donc cette plante. Il est donc entré dans le parc à cochons avec un embas en nahil. Automatiquement, sa femme, affolée, lui dit, écoute, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Les cochons vont te manger. Bon, il lui dit, écoute, finalement, tu m'as adressé la parole. Vous voyez? Alors, un autre dessin concernant... Celui-là est un petit peu tabou. Au Koviek, le Laptap de Taro est un dessin donc de Pahama. Vous avez une autre version de ce Laplap de Taro qui est d'Ambrim, qui avait été recueilli par Jean Guillard. Ce Laplap de Taro est l'histoire donc d'un chef qui rendait visite à un village, dans un village, et qui a séduit donc une des femmes du village qui était en train de pétrir de la pâte de taro qui est assez urticante. Et il s'est uni à cette femme en plein jour, ce qui est évidemment scandaleux dans le groupe. En principe, ce genre de relation, c'est dans la brousse ou dans l'ombre de la case lorsque les enfants s'endorment. Alors le dessin représente exactement, si vous voulez, la position des bras de la femme pour ne pas enlacer donc son mari avec les mains enduites de cette pâte de taro qui est urticante. C'est un dessin considéré évidemment comme tabou dès qu'il s'agit de sexe ou de religion, automatiquement le dessin est déclaré tabou. Deacon, qui est donc un des ethnologues qui avait recueilli pas mal de dessins au XIXe siècle, avait recueilli ce dessin également, qui représente exactement la même histoire. Il l'appelait Nétomois adultère, sans commentaire. Les dessins sur sable évoquent aussi le monde des esprits. Alors vous avez le tamaté. Les tamatés, ce sont les esprits des morts, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été vivant, c'est son esprit qui revient sous la forme donc d'un diable, on va dire. Alors ceci, Tamaté Tulivolo, c'est le diable s'est brisé en tombant. En effet, le diable était friand donc des fruits du Nakavika. Mais le Nakavika, le Pomikanak, est un arbre qui est assez haut finalement. Et donc en voulant prendre un des fruits, la branche s'est brisée et il est tombé. Donc le dessin représente le diable qui s'est brisé en tombant. Tamat Worwo est un autre esprit, c'est l'esprit de la tempête. Non pas le cyclone, la tornade. En effet, dans cette région, dans les bancs Torres, il y a souvent des tornades qui se forment en mer. On les appelle les vents qui conduisent à Banoï. Banoï, c'est le monde des morts. Donc la tornade. C'est ce qu'il y a eu peut-être à un moment donné, là dernièrement sur l'Ifou. Petite tornade. Un autre esprit, le Lisepsep, petit esprit, Nabatim Lisapsap, la tête du Lisepsep. Alors le dernier Lisepsep, d'après ce qui est raconté, aurait été donc tué par un missionnaire. Et le dessin, vous voyez, représentait la bouche. C'est pas vrai. La bouche est ici.
Sans doute, et les yeux donc du Licep-Sep, de la tête du Licep-Sep, les voilà. Donc le dessin s'enroule, vous voyez, il n'y a pas là de traits verticaux. Au départ, on trace d'abord les yeux du Licep-Sep et ensuite le trait part d'ici et fait le tour. Et la bouche est là. Pourquoi la bouche est-elle ici? Certainement parce qu'on a dû transporter le Licep-Sep sur un bâton, comme on transporte le gibier que l'on a tué. Et donc, c'est sans doute la place où on devait faire passer le bâton. Les dessins sur sable évoquent également le monde des morts. Il y a certains dessins qu'il faut absolument connaître pour pénétrer dans l'autre monde, avant l'arrivée, bien sûr, des missionnaires. Alors, en voici un qui avait déjà été recueilli par Deacon, le Nahal. Lorsque l'esprit du mort part pour son dernier voyage, il arrive, en ce qui concerne donc Malikolo, dans la région Nahaï de Malikolo, il arrive à un endroit où l'attend un esprit femelle, la Temes Sapsap. Cet esprit femelle lui demande de terminer un dessin dont elle lui a laissé que la partie supérieure. Il doit avoir appris ce dessin, évidemment, de son vivant. Sinon, eh bien, il ne passe pas dans l'autre monde, et il va errer ou être dévoré par un esprit. Vous comprenez donc l'importance de certains dessins sur sable. Je reviens à celui-ci. Oh, pas vrai. Lorsque il a exécuté la deuxième partie du dessin sans se tromper, il passe entre les deux parties du dessin, le Nahal, et il peut rejoindre l'autre monde. Sur Pentecôte, il y a un dessin également semblable, Vatangele, qui est un rocher qui est au sud de Pentecôte en pleine mer, et le mort doit exécuter le dessin, on lui donne simplement la ligne 2, vous voyez ici en bleu. Voilà, la ligne 2. On lui donne la ligne 2, il doit aller au moins jusqu'à la ligne 10. S'il exécute le dessin jusqu'à la ligne 10, il est autorisé à passer dans l'autre monde, qui est un monde sous-marin. Alors, s'il y a un volcan, soyez assurés que les esprits des morts vont dans le volcan. S'il n'y a pas de volcan, ça peut être soit sous la terre, soit au fond de la mer. C'est à peu près ce que j'ai pu remarquer dans les différents séjours pour le royaume des morts au Vanuatu. Avant l'arrivée des missionnaires, je précise encore. Vuiuli, l'écriture sacrée, c'est également un dessin qui permet de rejoindre l'autre monde, mais cette fois sur l'île d'Ambaé. Donc une partie du dessin est effacée et le mort doit terminer le dessin. Les dessins sur sable ont été aussi utilisés pour transmettre des messages. Par exemple, Naro Im Fiang sur Ambrim, que l'on peut laisser devant sa case, indique que le propriétaire va revenir dans quelques instants. Un peu la concierge est dans l'escalier ou quelque chose de ce genre-là. La même chose existe sur Pama. Vous voyez, le dessin est un petit peu différent, mais la signification est exactement la même. Les petites pointes que vous voyez sur le côté représentent donc le feu. Je suis allé chercher du feu, c'est important. Et je vais revenir dans quelques instants. C'est un message. Sur Pentecôte, on a même imaginé les chiffres en dessin sur sable. Voilà, de 1 à 10. Et 10, ça donne 100. Or, il n'y a rien dans la coutume au-delà de 100. Après 100 cochons, l'hécatombe, d'accord? Bon, pas tout à fait l'hécatombe parce que ce sont des cochons. Mais en tout cas, il s'agit d'un sacrifice pour passer dans un grade supérieur. C'est le maximum. D'accord? Et comme vous pouvez remarquer, 10 par 10, à ma connaissance, ça fait 100. Donc vous avez le carré. Ils ont rapidement abandonné ce système parce que ça devenait vraiment compliqué pour numériser. On a utilisé par la suite plutôt les feuilles donc, de l'arbre des chefs. Vous voyez?
le namélé. On enlevait une partie des feuilles du namélé parce qu'on devait tendre cochon à son ami, n'est-ce pas, pour un passage de grade. Et donc par la suite, on savait qu'il fallait rendre 10 cochons. On pouvait se prêter donc des cochons pour un passage de grade, car les passages de grade se font toujours avec les cochons. Après l'arrivée des Européens, il y a eu encore des dessins sur sable, puisque les dessins sur sable servaient à rappeler ce qu'on avait vu. Un petit peu, si vous voulez, en Calédonie, vous avez les bambous gravés qui remplissent un petit peu la même fonction. Lors de l'arrivée donc des Européens, les Kanaks ont représenté certaines scènes sur les bambous gravés. Les dessins sur sable ont servi aussi à cela après l'arrivée des Européens. Par exemple, voilà un bateau à voile des premiers colons. Ce dessin est de Pama. On a même représenté, après l'arrivée des missionnaires, Goliath, en dessin sur sable. Et le Vatou lui-même, que vous trouvez sur le drapeau du Vanuatu et sur les pièces de monnaie du Vanuatu, est un ancien dessin sur sable. Long God you me snap. En Dieu, nous restons debout. D'accord? Et c'est l'histoire donc d'un homme qui ne croyait pas à la sorcellerie et donc il avait volé les cochons d'un sorcier. Et ce sorcier, pour se venger, lui a envoyé différentes calamités, et en particulier une sorte de tsunami. Et l'autre ne voulait toujours pas se soumettre, donc ce personnage représentait l'obstination. Il résistait contre vents et marées. Et ça a été choisi, et ce dessin a été choisi sur les pièces de monnaie du Vanuatu ainsi que sur le drapeau. Alors, les dessins sur sable tels qu'ils existent au Vanuatu ne sont pas exactement les mêmes dans d'autres parties du monde. Mais par contre, en Angola, d'accord, en Angola, vous avez ce qu'on appelle les Lusona. Vous voyez où est l'Angola? Dans le sud-ouest de l'Afrique. On trouve donc des dessins qui ressemblent étrangement à ceux du Vanuatu. Sauf que la technique n'est pas la même. Vous constatez qu'ici, ce sont surtout des points. Les traits donc s'enroulent pas, mais se tracent autour des points, alors qu'au Vanuatu, vous avez quelque chose, si vous voulez, beaucoup plus circulaire. Le dessin donc du Vanuatu, il y a forcément des lignes verticales, alors que le Sona d'Angola, c'est un peu différent, ce sont des points. Alors il existe également des dessins sur sable, mais dans le sud de l'Inde, qui sont exécutés par les femmes sur le devant des portes, pour s'attirer la bienveillance de Vishnu, je crois. Mais ce sont des dessins qui sont exécutés avec de la poudre de riz. Donc la farine de riz, pardon. De la farine de riz, les dessins sont exécutés. Ces dessins, si vous voulez, sont là pour accueillir le visiteur et en même temps s'attirer la bienveillance des dieux. Vous avez également des dessins qui existent donc en Amérique, les Indiens, donc les Navajos, qui font des peintures sur le sable, de même d'ailleurs que les aborigènes d'Australie. Mais la technique du Vanuatu, ce qui est le plus proche de la technique du Vanuatu, c'est quand même l'Angola. Voilà un dessin d'Angola. Vous voyez les points. Et ça ressemble un peu au dessin que vous avez vu tout à l'heure concernant le tatouage du chef Tedpa sur sa poitrine. C'est un dessin qui est sans doute exécuté également avec 2 doigts. Un autre dessin d'Angola, la toile d'araignée. Alors j'ai voulu vous présenter ce dessin parce que je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui a pu donner l'idée donc aux gens du Vanuatu d'exécuter des dessins de la sorte? Et il y a dans une légende de Pentecôte, il y a un chef, Parkoulkoul, qui dit donc à ses frères, eh bien écoutez, maintenant nous allons aller dans le Nakamal pour exécuter des dessins comme des toiles d'araignée. Il voulait savoir exactement qui avait pénétré donc, dans sa maison en son absence et avait séduit son épouse. Mais il a bien utilisé le terme comme des toiles d'araignée. Et c'est vrai que
en Angola, il y a ce dessin sur sable qui représente la toile d'araignée. Les pierres magiques, par exemple au Vanuatu, sont protégées par de la toile d'araignée. Ce dernier dessin est un dessin de ma composition. On peut très bien créer un dessin à partir d'un autre dessin. Voilà. Donc ici, ce dessin n'a pas de nom, puisqu'il n'appartient à aucune île. J'en suis le propriétaire. Et il y a évidemment toujours sur les dessins sur sable, il y a une sorte de copérage, comme pour les tambours. On n'a pas le droit d'exécuter un dessin sur sable, n'est-ce pas, si on n'a pas, on ne fait pas partie de l'île ou du village à qui appartient ce dessin. Là, si vous voulez, bon, on va revenir. Les différentes têtes des chefs, d'accord? L'oiseau du chef, ce n'est pas l'aigle, parce qu'il n'y a pas d'aigle donc au Vanuatu, c'est des balbuzards, si vous voulez, mais comme c'est l'oiseau le plus gros, il est considéré comme l'oiseau du chef. Alors on pourrait appeler ça conseil de chef. Malfatu Maori, puisque au Vanuatu, le conseil des chefs, c'est le Malfatu Maori. Voilà, j'en ai fini. Vous avez un aperçu à peu près de ce que les dessins sur sable représentent dans l'ensemble. Si vous avez des questions à me poser, je suis à votre disposition. Bonsoir, merci pour cette très intéressante contribution. Vous nous disiez au départ qu'il devait y avoir environ 1 millier de dessins, de figures qui ont existé. Et combien sont actuellement encore pratiqués? Sont encore pratiqués. Je ne pourrais pas vous donner exactement. Je pourrais pas vous donner exactement un chiffre. J'en ai recueilli un bon nombre. Vous m'entendez là? J'en ai recueilli un bon nombre donc, personnellement à l'occasion d'un concours que j'ai organisé donc, à Port-Vila avec les différentes écoles de façon à ce que les jeunes reviennent un petit peu vers les anciens, qu'ils soient obligés de demander aux anciens comment il fallait les exécuter parce qu'il y avait des prix à gagner, etc. pour l'école. J'ai reçu un grand nombre de dessins. On a attribué des prix évidemment à l'école qui nous avait envoyé le plus de dessins conformes à la tradition. Et parmi ces dessins, il y en avait évidemment qui valaient la peine d'être conservés, d'autres qui étaient un petit peu fantaisistes. On voulait simplement envoyer quelque chose. Personnellement, j'ai dû en collecter, on va dire, une vingtaine ou une trentaine à peu près. Deacon lui-même a dû en collecter 90 à peu près. Bon, d'autres chercheurs en ont collecté également. Le chiffre de 1000 m'a été donné donc, par un ancien directeur du musée, Kirk Hoffman, qui, à mon avis, est la personne qui connaît le plus de choses sur le Vanuatu et sur la coutume, mais qui est aussi la plus silencieuse. Et donc, il me disait, il a dû exister environ 1 millier de dessins. Pourquoi? Parce que, alors, d'où viennent les dessins? Un vieux donc, de Pama me dit, nous sommes venus avec les dessins. Ça veut donc dire qu'il y a eu, au départ, un fond de dessins avec l'arrivée des premiers Mélanésiens au Vanuatu. Puis ensuite, chaque village a voulu certainement se différencier de son voisin, peut-être même prendre le dessin d'un village voisin en payant, selon la coutume, soit des nattes, etc. Et peut-être le modifier un petit peu en lui donnant un autre nom ou une autre histoire. J'ai eu l'occasion, moi, de rencontrer quelqu'un un fieldworker de Pentecôte, qui quelques années après m'exécute le même dessin, mais avec de légères différences et une histoire un petit peu différente. Je lui dis, mais attends, tu m'as exécuté ce dessin il y a exactement 2 ans. Il me dit, ben oui, ben j'ai ajouté quelques éléments et donc j'ai changé un petit peu également l'histoire. Donc ça reste vivant, ça reste vivace. Hein, il y a encore donc des gens qui exécutent des dessins sur sable. Par exemple, je ne vous l'ai pas montré parce que je ne l'ai pas, il y a un dessin qui représente la Tour Eiffel. Bon. À l'époque, on n'avait pas l'appareil photo, etc. Donc on représentait, mais c'est resté même maintenant avec l'appareil photo. Il y a encore des gens qui représentent donc en dessin sur sable. C'est à la fois artistique, ludique, et en même temps, ça permet de transmettre une image, un souvenir. Alors 1000,
peut-être parce que chaque village a au moins une vingtaine de dessins, en gros. Regardez le nombre d'îles, il y a 80 îles à peu près. Des villages, il y a environ plus de 140 langues vernaculaires. Donc si chacun a voulu trouver des dessins ou exécuter des dessins pour se différencier de son voisin, on peut peut-être arriver en effet à peu près à 1000, quoi. Mais beaucoup ont disparu parce que quand un vieux disparaît et qu'il ne transmet pas son savoir à un plus jeune, eh bien, le dessin disparaît avec lui, malheureusement. Est-ce qu'on peut le considérer comme une langue écrite ou juste, façon de parler, une langue symbolique? Alors, difficile à classer en effet, difficile à classer puisque vous avez évidemment un dessin. Ouli veut dire écrire ou dessiner. Or, ces dessins sont parfois appelés ouli. En langage de Pentecôte, c'est ouli. C'est pourquoi le premier petit livre que j'ai fait publier, j'ai appelé Ululan. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une écriture? C'est une façon, en tout cas, de communiquer un savoir. Un chef donc, de Pentecôte, à l'occasion d'une visite, prétendait que c'était une écriture et lui-même, il a, à partir des dessins, essayé de transcrire certains sons des langues vernaculaires. Et c'est vrai que dans notre alphabet, pour transcrire la langue vernaculaire, on arrive des fois à peu près à des sons inaudibles ou des écritures inaudibles, comme un petit peu les racines indo-européennes. On va avoir quelque chose comme ça. Il a réussi à créer donc 42 signes à partir des dessins sur sable. Quand je lui ai posé la question, on lui dit « Mais comment avez-vous fait ?» Il m'a montré le premier signe, il n'a pas voulu me montrer les autres, il fallait que je paye en dents de cochon. Mais bon. Voilà. Alors, ma question est en rapport avec la question précédente. Oui. Est-ce qu'on peut dire, en fait, vous nous avez parlé en fait de dessins qui sont le récit d'une histoire et des dessins qui sont un peu plus iconiques au sens représentatif. Oui, il y a des dessins qui sont simplement là, si vous voulez, pour montrer quelque chose. Il y en a un, par exemple, que vous n'avez pas vu, qui représente simplement des hérons. Voilà, la personne a vu des hérons et donc il a représenté les hérons. C'est un prétexte ou bien c'est... Pardon. Non, j'attendais la réponse. C'est un prétexte ou c'est une transmission? Une transmission. Une transmission. Il a vu des hérons à l'occasion de la chasse. Il est rentré au village et il a représenté ce qu'il a vu, donc les hérons sur la ligne d'horizon. Voilà. Si vous voulez, où on donne simplement le nom de ce que ça représente, en fait. Bon, encore une fois, il faut rester prudent. Peut-être qu'on n'a pas voulu dire exactement ce que contenait le dessin. Il faut quand même se méfier. Il y a peut-être une histoire qu'on n'a pas voulu raconter. Tout à l'heure, les dessins étaient surtout destinés à l'instruction des garçons. Et pas des filles. Mais les filles, par contre, avaient le droit de les voir. Et il est certain que, par exemple, le dessin du Nahal, pour passer dans l'autre monde, il fallait bien que les femmes également connaissent ce dessin, sinon ils se seraient trouvés tout seuls à danser pour l'éternité, quoi. Puisqu'en principe, quand ils sont dans l'autre monde, ils vont danser pour l'éternité au son des tambours. Ouais, c'est quand même plus agréable d'avoir également des compagnes, même s'il n'y a pas exactement les mêmes relations dans l'autre monde. Alors, je voulais vous poser une question par rapport à un terme que vous avez employé régulièrement. Vous avez parlé du passage de grade. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire, alors c'est en lien évidemment aussi avec les dessins. J'ai assisté personnellement à un passage de grade, puisqu'un ami m'a demandé de filmer son passage de grade, donc sur Pentecôte. Alors la cérémonie s'est déroulée de la manière suivante actuellement, ce qui est quand même très surprenant. La cérémonie a débuté par une confession, une communion. C'est-à-dire que les personnes qui étaient donc conviées à ce passage de grade ont d'abord communié dans le nakamal. Bon, j'insiste là-dessus, la religion s'est donc introduite dans la coutume. Ne pouvant la combattre, elle s'est introduite dans la coutume. Alors,
le reste de la cérémonie a été conforme, n'est-ce pas, à la tradition. C'est-à-dire qu'on est venu lui offrir des présents et il a accepté ces présents, il a eu une attitude un peu particulière pour accepter les présents. On lui a amené des nattes, on lui a amené des mâchoires de cochon avec des dents de cochon, etc., etc. Il les a acceptés, on a fait le tour, ceux qui viennent offrir font le tour de celui qui reçoit et qui va être le gradé. Ensuite, il y a des danses, etc., etc. La tuerie du cochon, enfin le cochon qui devait être sacrifié, a été sacrifié à la lumière des néons, à environ vers les, on va dire, 6 heures du soir, 7 heures du soir. Voilà, c'est la cérémonie à laquelle j'ai assisté, mais c'est une cérémonie à laquelle j'ai assisté il y a 4 ou 5 ans à peu près. Donc autrefois, ça devait évidemment être exécuté davantage dans les normes. Il n'y avait pas de toute façon de communion au départ. Ce passage de grade Oui. concerne qui? Les Ah. adultes, des Ah non, non, ce adolescents? sont des adultes qui passent les grades. Voilà, ce sont des adultes qui passent les grades. Par exemple, un ami d'Ambaé me dit, tu sais, moi, Jean-Pierre, j'ai un rôle politique très important parce que j'ai tué 100 cochons. Maintenant, si vous voulez, au niveau de la politique, les chefs sont également des chefs politiques. Il a tué 100 cochons, donc il va avoir je ne sais combien d'électeurs. Actuellement, hein, actuellement. Alors le passage de grade, alors il y a par exemple le souquet, qui est une cérémonie de passage de grade au cours de laquelle on doit tuer je ne sais combien de cochons, et c'est toujours les cochons qui sont sacrifiés, les malheureux. Hein, c'est eux qui font les frais des passages de grade. Et quand on n'a pas suffisamment de cochons pour passer au grade supérieur, on emprunte des cochons. C'est pour ça, je vous ai expliqué tout à l'heure, avec les feuilles de namellé, pour savoir combien on doit de cochons. On doit rendre de cochons à celui qui les a prêtés. Voilà, c'est toujours en tuant des cochons. D'où l'importance du cochon. La viande de cochon au Vanuatu est plus chère que la viande de bœuf. Un détail. Oui. Je pose une question peut-être très bête. Mais Oui. ce grade, ça Oui. représente quoi dans la société? Oui, c'est une hiérarchie, tout à fait. Oui, les passages de grade, c'est une hiérarchie. Oui, mais d'où à où? Ben, celui qui a tué le plus de cochons, il a le grade supérieur. S'il a tué 100 cochons, par exemple, le chef est contesté. Voilà. Ben, comme dans l'armée, vous avez donc des grades. C'est pareil, dans la coutume, il y avait des grades. Oui, c'est ça. Oui. Pendant toute sa vie, on essaie de passer au grade supérieur pour avoir beaucoup plus de respect des autres, etc., enfin, de la part des autres, etc. Donc une question de richesse et de puissance. Absolument, une question de richesse, alors, et une question de femme aussi. Plus on a d'épouses, plus on a de cochons. Et parce que ce sont les femmes qui s'occupent de nourrir les cochons. Parce que les cochons sont des cochons à dents. Plus le cochon a des dents qui tournent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le cochon ne peut plus se nourrir, et ce sont les femmes qui le nourrissent. Or, les cochons à dents ont beaucoup plus d'importance que les autres. Les cochons hermaphrodites également. Donc, tout est basé sur le cochon. Tout est bon dans le cochon. Bonsoir. Oui. Vous êtes-vous déjà intéressé à ce qu'on appelle la géométrie sacrée, qui ressemble beaucoup à ce qu'on retrouve Pardon, je sais pas. à la géométrie sacrée, à tout ce qu'on appelle la géométrie sacrée, qui consiste à permettre à un objet d'augmenter son potentiel de Les rapport. algorithmes, c'est ça? C'est un peu le principe aussi, et qui est très ressemblant à ce qu'on peut retrouver. Il y a un très beau reportage qui a été fait, qui montre que dans l'univers, tout a exactement la même géométrie que ce qu'on peut retrouver sur ces dessins-là. Alors, il y a beaucoup de chercheurs, et actuellement également, il y a encore des chercheurs qui travaillent sur les algorithmes des dessins sur sable du Vanuatu. Voilà. Alors, bon, personnellement, j'avais rencontré donc un ami qui était mathématicien, qui m'a dit que pour lui, il n'y avait pas d'algorithme. Alors, bon, je ne suis pas mathématicien, je n'oserais conclure. Mais il y a beaucoup de recherches actuellement sur les algorithmes. Pour l'enseignement également des mathématiques. Et ce sont des personnes particulières qui font ces dessins. Alors, il faut déjà avoir la connaissance du dessin. Alors, ce n'est pas tout le monde qui sait exécuter les dessins.
Mais par contre, il y a des dessins qui doivent être connus des différents membres de la communauté, ne serait-ce déjà que pour passer dans l'autre monde. Mais c'est sûr que celui qui sait exécuter le dessin a un certain pouvoir. Ce qui explique d'ailleurs l'attitude également de ce chef de Pentecôte, parce que ça lui permettait d'établir un certain pouvoir. Les filles ont le droit de tracer. Les filles ont le droit de tracer le dessin. Comment ? De tracer les dessins, les filles ou les femmes. Alors, les filles, maintenant, ont le droit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsque c'était le Nakamal, c'était la maison des hommes, et donc on apprenait aux jeunes garçons à exécuter les dessins, et en même temps, on leur expliquait ce que c'était et quelle importance ça avait dans la coutume. Les filles avaient le droit de regarder les dessins, mais c'était surtout pour elles les jeux de ficelle. On les cantonnait plutôt aux jeux de ficelle. Puis ensuite, eh bien, l'école a pris la place du Nakamal. Et donc, les jeunes garçons ne sont plus tellement allés au Nakamal. Et du coup, la connaissance des dessins s'est faite non pas par les grands-pères, mais par les grands-mères et aux filles. Parce que la fille revenait plus facilement donc à la maison pour s'occuper du jardin, etc., alors qu'on voulait que le garçon continue dans le système européen. Et donc, vous avez maintenant beaucoup de filles qui connaissent parfaitement les dessins. Ces chefs coutumiers, Oui. quand ils passent tout leur grade, est-ce que quand ils font leur grade, et ben après, ils repassent leur grade ou qu'est-ce qu'ils font après? Ah, est-ce qu'il y a des dessins qu'ils ont exécutés après le passage de grade? Non. Quand ils sont au sommet, qu'est-ce qu'ils deviennent après? Est-ce qu'ils peuvent encore monter ou... Ah ben non, quand ils sont au sommet, ils sont au sommet. Donc, attendez, avant d'avoir la possibilité de tuer 100 cochons, peut se passer pas mal d'années, quoi. Hein. Il faut d'abord avoir les cochons, donc une certaine richesse. Il faut nourrir les cochons. Bon, c'est pas en 5 minutes qu'on devient grand chef. Voilà. Il faut attendre plusieurs années pour devenir le grand chef. Et avoir le respect de la communauté. Moi, ce qui m'a intriguée, c'est le passage chez les morts. Ouais. Et en fait, ils sont censés terminer le dessin. Donc, il y a bien quelqu'un qui le commence au décès de quelqu'un. C'est ça? Quand est-ce qu'ils font ce dessin? Parce que c'est l'esprit du mort qui fait le dessin. Ah, mais qui le fait alors? Enfin, autrefois, hein, la croyance avant l'arrivée des missionnaires, lorsque donc le mort, enfin disons, lorsque quelqu'un meurt, son esprit part vers l'autre monde. Il ne connaît pas de frontières, il vole à travers les airs et il va vers un lieu bien déterminé où on va lui permettre d'entrer dans le royaume des morts. Voilà ce qu'on croyait donc avant l'arrivée des missionnaires. Maintenant, évidemment, tout le monde va au paradis, à l'enfer. Mais autrefois, c'était pas ça. Ça a été ma recherche la plus difficile, d'arriver à avoir la vérité, parce que il y avait quand même une forte imprégnation donc, de l'évangélisation. C'était très difficile. Hein, c'était surtout les flammes de l'enfer, etc. Donc quand quelqu'un me disait les flammes de l'enfer, je dis bon, merci beaucoup, au revoir. Mais qui le commence ce dessin? Parce que pour qu'il existe, pour avoir pu le répertorier ce dessin, oui. c'est-à-dire qu'il y a bien eu un tracé physique dans le sable ou dans les cendres. Alors si c'est son esprit qui l'a fait... C'est du surnaturel. C'est du surnaturel, donc... Je me suis beaucoup intéressé à la question étant Vanuatu, et la réponse que j'ai eue, il y avait des gardiens du territoire des morts. Oui, c'est ça, et tout à ces fait. gardiens commencent le dessin, et le mort, pour qu'il soit vraiment mort et droit à la félicité post-mortem, puisse finir le dessin. Voilà. Ça se termine par des danses dans l'autre monde. Les esprits des morts dansent, participent à des fêtes sous la direction d'un chef. Il y a également un chef, si vous voulez, du royaume des morts. On a d'ailleurs les mêmes histoires en Calédonie. Il y a des passages des morts, des endroits où il ne vaut mieux pas se trouver lors du passage des morts vers
demeure éternelle, non, qui n'est pas tout à fait éternelle. Il y en a un qui est bien connu, c'est le Wentoro. C'est pas bon d'être au coucher du soleil au Wentoro, donc attention. Il y a également Nouville. Donc ensuite, les morts quittent leur enveloppe matérielle au coucher du soleil et vont faire la fête toute la nuit, et puis regagnent leur enveloppe matérielle au petit matin. Et à un moment, ils passent à l'ancestralité, et ils n'ont plus besoin de tout ça, ils ont la félicité éternelle. Ça doit être un état qui est peut-être proche de l'idée qu'on se fait de la bouddhéité ou de quelque chose comme ça. Voilà, et au Vanuatu, vous avez des histoires très semblables concernant justement l'enveloppe corporelle, etc. On dort jusqu'au matin, puis après on revient. Mais par contre, il fallait évidemment que certaines personnes aillent dans ce royaume des morts pour pouvoir rapporter ce qui se passait là-bas, quoi. Donc on tombe des fois Orphée et Eurydice, en gros. Hein, il a fallu qu'il y ait des gens qui aillent dans le royaume des morts pour apporter ce qui se passe dans le royaume des morts. Pour des raisons diverses, soit pour aller chercher un cochon, soit pour aller chercher une épouse. Non, parce que bon, il y a différentes histoires, hein, je ne peux pas toutes vous les raconter, mais si ça vous intéresse, le dernier bouquin donc, que j'ai rédigé parle justement de ce passage dans le royaume des morts, voilà, pour les différentes îles. Bonsoir, je voudrais juste revenir sur la question du jeûne pour ceux qui sont montés de grade et le plus haut grade. Il faut savoir que le plus haut grade, c'est 100 cochons et que c'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir 100 cochons. Des fois, il faut emprunter. Alors, c'est quand dans certaines îles, c'est Moli le plus haut. Donc, on dit aussi quand des fois, ils peuvent renouveler leur tuerie de cochon pour Moli 2 fois. Ah, d'accord. Oui, ou Tari Moli. D'accord. Mais seulement en fonction des cochons qu'ils possèdent. D'accord. Parce que c'est long à avoir des cochons avec... Ambaé. Oui. Ok, on double donc. Oui. D'accord. Sur quelle île? Sur Ambaé, d'accord. Eh bien, Jacques Cessé d'Ambaé. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que maintenant, il y a également un rôle politique. Voilà. Je reviens sur les cochons empruntés. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ces cochons? On doit les rendre ou ils servent... Ah, de toute façon, ils sont sacrifiés. Oui, bien sûr. Mais je suis... Ah oui, il faut les rendre, oui, bien sûr. Il faut les rendre physiquement ou ils peuvent être rendus métaphoriquement et contribuer au sang cochon? Je pense qu'il faut rendre le cochon, un cochon sur pièce, oui. C'est ça, sur pied. Oui, oui. Oui, parce que ensuite, la personne qui a prêté le cochon peut en avoir besoin également pour un passage de grade. Oui, par rapport au cochon, bonsoir. Oui, pardon. La personne qui reçoit des cochons doit rembourser de son vivant, mais s'il ne peut pas, il y a les autres derrière qui vont rembourser. Oui, exact. Alors, il y a une histoire donc, que j'ai recueillie dans le bouquin, où justement il y a un mort qui n'était pas en règle avec les vivants au moment où il est mort. Et donc quand sa femme essaye donc, de le rejoindre, on lui fait comprendre qu'il faut qu'il soit en accord avec ce monde pour pouvoir finalement être en accord dans l'autre. Il faut donc être correct avec les vivants pour pouvoir ensuite entrer. Car certains morts peuvent empêcher donc le nouvel arrivant d'entrer. Parce que, ma foi, il leur a fait du mal de son vivant, etc. Et qu'ils ont l'intention de se venger. Et donc, il faut être en règle dans ce monde pour pouvoir entrer également dans l'autre et être en règle dans l'autre. Oui, justement, pour les cochons empruntés, celui qui se prépare à la tuerie de cochon, il fait des dons. Et quand il arrive à sa cérémonie,
les autres, ils reviennent vers lui pour lui remettre les cochons. Alors, voilà, le chef n'est pas celui qui prend. Le chef, c'est celui qui donne. Voilà une notion tout à fait différente. Hein? On est chef parce que l'on donne. Et le chef donne et ne prend pas. Ça repart un peu? Oui. Voilà. Il fait des dons et ensuite, quand c'est son tour de faire sa cérémonie, les cochons qu'il a donnés, ben, les autres, ils lui rendent pour qu'il puisse avoir son cochon. Oui. Merci. Mais il y a toute une comptabilité du coup. D'autres questions? Vous voyez qu'on arrive à faire le tour du problème de temps en temps. Mais c'est très riche, hein, en fait. Mais là, on n'est plus dans les dessins sur sable, en fait. C'est plutôt des problèmes de société. Mais actuellement encore, si vous voulez, donc il y a des passages de grade. Hein. La preuve, c'est que l'histoire dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était il y a 4 ou 5 ans, pas plus, quoi. Sur Pentecôte. Bonsoir. Les histoires qui sont racontées, c'est chanté, c'est comme un poème. Voilà, bonne question. Ça ressemble à quoi? Alors, bonne question. Il y avait souvent des chants qui accompagnaient l'histoire qui était racontée avec le dessin sur sable. Des chants et des fois un accompagnement musical. C'était une distraction également. À cette époque, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio. Donc les gens se réunissaient le soir sur une plage et il y avait un conteur donc, qui exécutait le dessin, qui racontait l'histoire, il pouvait y avoir un accompagnement musical, etc. C'était une distraction aussi, les dessins sur sable, pas seulement de l'instruction. Alors si vous voulez avoir une bonne démonstration, si vous allez à Port-Vila, allez donc au musée de Port-Vila et vous demandez à Edgar de vous exécuter donc un dessin sur sable avec l'histoire et en même temps l'accompagnement musical. Voilà, je ne peux pas vous fournir ça, mais par contre, dans le premier petit livre, il y a, si vous voulez, des chants qui ont été... les paroles ont été rapportées, mais il n'y a pas l'accompagnement musical. C'est un spectacle, hein. Les dessins sur sable, c'est aussi un spectacle. Juste pour partager une petite chose voilà, j'avais envie. Dans plusieurs régions du monde, on retrouve un peu ce principe de dessin qui à la base sont des dessins sacrés, qui a pour fonction de travailler sur l'éveil de la conscience des uns et des autres pour continuer à rester connectés à certaines dimensions tout en étant incarnés dans notre corps physique. Toute cette dimension un peu sacrée de se permettre simplement d'être en connexion avec le végétal, le minéral et tout le reste. Vous vous y êtes intéressé un petit peu depuis que vous faites des recherches? Vous parlez de quelle région? Le sud de l'Inde avec les mandalas? Non, je ne sais pas. Il y a les mandalas. En Amérique du Sud, on trouve aussi des dessins à géométrie sacrée qui permettaient en effet de rentrer en connexion soit avec le monde des morts ou avec tout simplement nos différentes dimensions qui étaient atteintes parce que ça augmentait nos niveaux vibratoires et donc ça augmentait un petit peu nos niveaux de conscience pour percevoir certaines choses. Oui, je n'ai pas d'exemple de dessin donc, de ce type, mais ça peut exister. Il y a un dessin sur ça, par exemple, qui est plus ou moins divinatoire. La personne doit exécuter le dessin et au moment où elle se trompe, on lui explique également ce qui va lui arriver. Et d'ailleurs, ne pas exécuter le dessin correctement, c'est mauvais signe. Ça porte malheur. Se tromper également. Pour répondre à la dame, je dirais que le dessin qu'on voit par exemple ici, il y a plusieurs niveaux de lecture. Voilà. Donc les plus jeunes vont prendre le premier niveau et les plus haut gradés, les initiés, vont prendre à leur niveau. Et donc ça connecte aux esprits, aux défunts, etc. Il y a tout ça. Voilà, merci. Oui, les dessins, c'est vrai, ont différents niveaux de lecture. Hein. On en a en Égypte des dessins comme ça, mais gravés sur la pierre. Où ça? En Égypte. Ah, d'accord. Okay. Sur les recherches archéologiques. D'accord. Ben, le sable, la poussière ou la cendre, c'est quand même plus facile.
Eh oui, un support plus simple. Comment? Avec un outil qui est facile. Oui, oui, d'accord. Mais bon, bah, écoutez, pour moi, le premier peut-être dessin sur sable, c'est celui que le Christ a tracé en représentant le poisson, Ictus. C'est un dessin dans la poussière. Ben oui, il y est ce dessin. Mais bon, pas du tout avec la même signification, bien entendu. Quand vous voulez indiquer le chemin à quelqu'un et que vous n'avez pas de support, eh ben vous vous servez de la poussière. Hein. C'est aussi simple que ça. Mais ensuite, il y a eu des dessins qui ont été gravés sur des tambours, sur d'autres supports. Des tatouages également. Beaucoup de dessins ont été exécutés ensuite en tatouage. Mais il est bien évident qu'il faut d'abord qu'il y ait un dessin sur sable avant qu'il y ait le tatouage. Vous comprenez pourquoi? On ne va pas triturer. Est-ce que les dessins sont voués à être éphémères? Eh oui. Oui, parce que soit, si c'est tracé sur le bord d'une plage, bon, ça sera la vague qui va effacer le dessin. Et de toute façon, celui qui réalise le dessin l'efface ensuite. Il ne laisse pas la trace du dessin. Alors si ce n'est pas lui qui l'efface, c'est le vent, la vague, voilà. On ne laisse pas... Le dessin est destiné à être effacé ensuite. À être effacé, en fait, ma question c'est plus, est-ce que l'éphémère du dessin était sacré? Plutôt, est-ce que il faut garder le fait d'éphémère? En fait, je me demandais par rapport aux photos que vous avez prises, si ça peut poser problème au dessinateur que ce soit représenté autre part que par lui-même quand il le dessine. Oui, il faut demander l'autorisation. Il faut demander l'autorisation et pour tous les dessins que j'ai collectés, j'ai l'autorisation donc du directeur du musée. Très bien. Oui, c'est normal. De même les tambours, c'est pareil. Hein. Les tambours, ceux d'Embrim n'ont pas le droit d'exécuter les tambours de Malicolo et inversement. C'est copyright, on va dire. Voilà. Ou alors, il faut payer des droits, il faut donner des cochons, donner des nattes, voilà, traditionnels, pour que l'échange puisse se faire. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Et pour revenir justement sur le copyright, il y a régulièrement au Vanuatu des problèmes avec les gens qui font des t-shirts avec des dessins sur sable, etc. Et il y a des réclamations à droite, des réclamations à gauche, parce que pour ce genre de problème. On n'a pas le droit théoriquement de les reproduire si on n'a pas l'autorisation. Alors le dernier dessin, celui que vous avez vu, pas de problème. Je l'ai proposé d'ailleurs au Malfatu Maori, je l'ai proposé donc au Malfatu Maori de Port-Village. Écoutez, je vous le donne, il m'appartient, je vous le donne, je vous demande pas de me donner quoi que ce soit. J'ai pas eu de réponse. Voilà. Voilà, ben je vous remercie. Voilà, j'en prie.